De Romeinen hadden een spreekwoord. Ik ben bang voor de man van één boek. En ik ga u dus niet één boek vermelden, maar 7 boeken die chronologisch tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar de sterkste indruk op mij hebben gemaakt. De Leeuw van Vlaanderen van Conscience, die mij verslaafd heeft gemaakt aan het lezen van boeken. Les Misérables van Victor Hugo en Der Eulenspiegel van Charles de Coster, die mij het bewustzijn hebben gegeven van de sociale kwestie. Het Communistisch Manifest van Marx en Engels, die mij de verklaring heeft gegeven van die sociale kwestie. De geschiedenis van de Russische revolutie van Trotsky en de verradenrevolutie van Trotsky, die uiteenzetten welke de eerste grootscheepse poging is geweest om die sociale kwestie op te lossen en waarom dat in sterke mate mislukt is. En tenslotte het kapitaal, Das Kapitaal van Karl Marx, dat ik op de leeftijd van 18 jaar heb gelezen en dat van al die boeken wel de sterkste indruk op mij heeft gemaakt. In de eerste plaats de oplage en het verkoop van de boeken van Trotsky, van... Dat is nu een Freudian slip. Oh la 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 la. Dat is een Freudiaanse slip. Oh god allemachtig. Alleen we beginnen opnieuw. Between 1928 and 1938, the wage sum in Germany, total wage sum, remained exactly the same. Profits increased by 300%, not by 30%, by 300%. That was the function of fascism in a nutshell. In order to do that, Nazis had to build up a big mass movement, and they needed money to do that. They got some backing from foreign capitalists. In the first place, Henry Ford, who was obsessional anti-Semite, who supported any big anti-Jewish movement in Europe and so also supported the Nazis, but they got a decisive backing from some of the key figures of German heavy industry and German banking. These people backed Hitler at the decisive moments after the big economic crisis of 29-30 broke out. They wanted to solve that crisis in the first place at the expense of the German workers by a lowering of the part of wages and social security in the national income, in which they succeeded, and secondly at the expense of the people of the rest of Europe by developing big armament industry and starting a war of aggression and of conquest against the Soviet Union, against Eastern Europe, where Hitler dreamed of building up his British Empire. The first refugees who came to our home, also some members of our family, but some friends. And, well, the years 1933, 1935 were very terrible years in Belgium. It was the depth of the crisis, and people were very hungry. Of course, it was much worse than today. 36 was the turning point for me, my personal life, and for my father. Two things together, the Spanish Civil War and the Moscow trials. Both things in the working class movement in Antwerp and in Belgium played an important role, especially the Spanish Civil War. Spanish Civil War saw a tremendous wave of solidarity. I remember very well the demonstration of May 1st, 1937. There were perhaps 100,000 people in the streets, and the people coming back from the international brigades from Spain. Before the Vietnam Solidarity Campaign, it was the biggest international expression of mass internationalism which we have had in Belgium. But then the Moscow trials, that was a tremendous shock for my father. He had known personally some of the people involved. Yes. Several of the defendants of the first trial who were functionaries of the Comintern, and Radek, who was one of the main defendants of the second trial.
he constituted a committee of solidarity with the Moscow trial defendants and with Comrade Trotsky, and he got in contact with a small Trotskyist group which existed in Antwerp. They came to our place, they met in our place, and I became actually at the age of 13 a Trotsky sympathizer. I can't say a member because that's childish. We wouldn't let. Organization was not so stupid that it would let children into its ranks of 13 years, but okay. I mean, I was present at meetings, listening. We were very isolated, very isolated. We made one distribution of a leaflet on the main streets of Antwerp, which was not such an intelligent way to act, but okay. What did the leaflet say? Against the war, saying the war is coming, this is not our war, and so on and so forth. Was not received very popularly. It was written in a very abstract and propagandistic way. I didn't write it. Don't take any responsibility for it. But did you distribute it? I distributed it, obviously. So you were 15 when you distributed your first 16, leaflet? Yes. 15 and a half. Perhaps near to 16 when it was, it was near to 16. That was a very difficult time. It's probably the most difficult time we have had. And when our organization, which was composed really of two sectors in Belgium, one little mass base we had in one region of the coal mining districts, where we had around 600 members who had come to us from social democracy, and where we had the absolute majority in one mining town. The answer of the employers was to immediately close down the pit in that town. This has never been opened again. All these miners who voted for the extreme left were victimized for their political engagement with permanent loss. They died as unemployed. So then the country was occupied, and the first weeks was total expectation, disorientation by everybody. The leader of the Socialist Party had been assistant prime minister and chairman of the Socialist Party, capitulated before the Nazis, Hendrik de Man. He made a public appeal to collaborate with the Nazis. Part of the trade union apparatus supported them. The CP published a legal newspaper under the Nazi Stalin-Hitler Pact. Stalin-Hitler Pact, under the Nazi censorship. And we got our shock. We hesitated a moment. We were very weak, very small. And we hesitated a moment. And when we heard the murder of the old man, the murder of Trotsky, Belgian papers published the information the day after, 21st of August. Immediately, one of the legendary figures of Belgian communism, Comrade Polk, who had been a founding member of the Communist Party, member of the Central Committee, first Central Committee of the Communist Party right through the 20s, and who had become a Trotskyist, a left oppositionist at the end of the 20s, he came crying to my father's home. He had known the old man personally on several occasions, and we said, I remember, I don't want to put it on my person, because everybody who was there were 7-8 people there, said the same thing. But the only way to answer that is immediately restart the organization and restart activity and show this dirty murderer that he just can't suppress ideas and he can't suppress a political current. We started to publish our first illegal newspaper before the end of the year 1940. We had set up a little illegal print shop, and all that started to function well, I must say, well, under the circumstances. There was a small illegal organization, and things went rather well for us. We had good response in some workers' quarters and in the universities, because we, in a certain sense, had a monopoly. The CP was not at all identified with resistance. The Social Democrats were rather identified with collaboration. After the winter, things changed. After the winter, the defeat of the Germans in the Battle of Britain had something to do with that. The rise of the winter was very bitter, very hard. The food rations were
very low, so there was some strong workers' discontent. First strikes broke out in the month of March. There the Communist Party started to change. It's not honest, not true, that they waited till the attack on the Soviet Union. As soon as they saw some movement, massive movement, they were cautious not to be cut off completely, not to give us and new resistance groups a monopoly, because that would have been the price they paid. I was a young man, not very mature, very foolish from many points of view, but I must say that I have never doubted one day the defeat of the Nazis. On that I was absolutely convinced. And this led even to crazy conclusions. You distributed leaflets to German soldiers? Yeah, but that was not the most crazy thing to do. That was rather correct. But when I was caught the first time, escaped prison, caught the second time, escaped the camp, caught the third time, brought to Germany, I was very happy. I didn't understand at all that there was 99.9 risks on 100 that I would be killed. Because you were both a Marxist and a Jew? A Jew, a Marxist, a communist and a Trotskyist. There were 4 reasons to be killed by different groups of people, if you can call it like that. And I was happy to be deported to Germany because I would be in the center of the German Revolution. I was just saying, wonderful. I'm just there where I want to be. Trotsky, in an audacious innovation, which most of the Trotskyists, just between us today, don't yet accept, said to the British workers and to the American workers, that's the words he used, that was one of his last writings, I understand that you don't want to be under Hitler's rule, but have no confidence in your own rulers to wage a war against Hitler in the way which corresponds to your interest. Ask for arms yourself. It was an intelligent, tactical approach. We still believe today that it would have been possible to start from the real mass movements, the resistance movement in the West, the resistance of the Soviet people against the Nazis, the resistance of the Chinese people against the Japanese, the resistance of the Indian people against the British, to transform these movements into socialist revolution. The Yugoslavs did, the Chinese did, the Vietnamese, with a certain delay, ultimately did. In Italy, you probably could have tried to do it in a couple of years' time. It wouldn't have come to conclusion in 45, but it could have come to conclusion 48. In 47, 48. In France, it's an open question, but at least it could have been tried. The world would have looked different and much better from what it is now. Ernest Mandel a été arrêté en 1943 en train de distribuer des tracts aux ouvriers qui rentraient dans l'usine Cockerill. Et il était à Liège parce que l'organisation trotskiste lui avait demandé de s'implanter à Liège pour se rapprocher de André Renard qui dirigeait dans la clandestinité un mouvement de résistance armée, un mouvement syndical en reconstruction. Après la Seconde Guerre mondiale, André Renard cherchait à s'entourer de jeunes anticapitalistes, et là, il a pris à son service Ernest Mandel dans l'équipe qui a rédigé le texte du congrès FGTB sur les réformes de structure. Et là, Ernest Mandel, directement, est entré en relation avec André Renard et a obtenu le soutien d'André Renard pour lancer le journal La Gauche en 1956. La collaboration a continué. André Renard a demandé à Ernest Mandel et à d'autres conseillers, d'autres de ses conseillers, notamment Jacques Hernat, de rédiger une brochure qui s'appelle Vers le socialisme par l'action, signée par André Renard, une brochure qui a été diffusée à des milliers et des milliers d'exemplaires et qui a formé toute une génération de leaders syndicaux et ouvriers. Donc c'est une petite brochure d'une 60aine de pages, écrite principalement par Ernest Mandel. Le nom d'Ernest Mandel n'apparaît pas dans la brochure, mais c'est lui qui a écrit ça à 70%. Mandel était un marxiste connu, donc
tout le monde savait qu'Ernest Mandel, membre du Parti socialiste, était un marxiste révolutionnaire. Par contre, ceux qui savaient qu'Ernest Mandel était membre d'une organisation trotskiste et même dirigeant de cette organisation trotskiste, il y avait un nombre très limité de personnes qui le savaient, ça c'est clair. Het entrisme is geen loesje, geheimzinnige intrede geweest. De kleine trotskistische groepen die er waren in West-Europa waren gekend van tijdens de Wereldoorlog, van de weerstand. De groep rond André Renard, aan de leiding van het ABVV, heeft een plan voor structuurhervormingen gemaakt. Dat wil zeggen een tamelijk radicale ingreep in het tot dan toe totaal liberale Belgische kapitalisme. Het ABVV heeft het programma van de structuurhervormingen aangenomen. Dat geeft een zeer grote impuls en zelfvertrouwen aan de arbeidersklasse. De vakbeweging was zeer sterk, zeer goed georganiseerd. En er gaat dus een dynamiek ontstaan waarin dat Ernest Mandel een belangrijk aandeel heeft gehad natuurlijk. Hè. Er is een eerste grote mobilisatie, 30 januari 1960. En dan het begint te stuiven, laat ons zeggen. André Renard kondigt de algemene staking af in Luik tijdens het huwelijk van de koning en Fabiola, wat natuurlijk een zekere piment geeft. En dan is het vertrokken. Tussen 15 december en 15 januari kan men zeggen dat de arbeidersklasse meester was van de straat, meester was van het land. Met enorme betogingen, met vliegende piketten, met overal meetings en in sommige delen van Wallonië een soort dubbele macht, waarbij dat er, zeker in Luik, in Mons, maar zeker in de streek van Luik, waar er niks kon circuleren, geen enkele voertuig kon circuleren, tenzij met de stempel van het stakingscomité van de vakbond. De Belgische Socialistische Partij was eigenlijk tegen de staking en een ruime vleugel van de vakbond was ervoor. Vandaar dat het opbouw van een revolutionaire socialistische partij buiten de BSP op de agenda stond. Op het eind van de jaren 50, begin van de jaren 60, was er een andere belangrijke strijd aan de gang in Algerië en in Congo. Terwijl de stakers aan het vechten waren voor hun job, werd Lumumba 17 januari 1961 vermoord. Toen de gelegenheid daar was om eindelijk als kleine minderheidsbeweging een praktische stap te maken naar onafhankelijkheidsstrevende volk van Algerije tegen het Frans imperialisme, toen heeft Salsante en Michel Pablo, die hebben als minderheid in het internationaal secretariaat tegenover Mandel, tegenover Livio Maritain, tegenover Pierre Franck, die een eurocentrische opvatting van de beweging hadden, de hulp aan de Algerijnse revolutie doorgezet en daar ben ik deel van uitgemaakt. In oktober 1959 ben ik dus naar Marokko gevlogen, naar Rabat, waar leden van de Front de Libération Nationale, FLN, me op het vliegveld opvingen. Dat was een hele typische ervaring, want 's morgens vroeg hoorde ik geen kerkklokken luiden, maar was het hallo Akbar. Toen realiseerde ik me heel duidelijk dat ik in een ander deel van de wereld was terechtgekomen.
Nou ja, goed, ik ben daar door die mensen vanuit Rabat naar een boerderij gebracht. En daar ondergebracht. En mijn blauwe overalletje aangetrokken. En nou ja, 's morgens vroeg opgestaan en door de tuin, de clementines plukkend, naar de werkplaats. En daar zijn we begonnen met het maken van stempels en matrijzen. Om alle onderdelen van het wapen te fabriceren. We hebben er in totaal 10.000 van gemaakt. Ik heb er honderden van ingeschoten in een proefloopgraaf. Op het laatst werd ik helemaal duf van de kruiddamp. Dus het was een groot moment dat datgene wat we geproduceerd hadden, dat het werkte. Honderden van die dingen. Nou, het was geen wapenfabriek, het was gewoon een boerderij met grote loodsen. En in die loodsen daar stond, een beetje naar binnen, dat ze niet zo direct van buiten zichtbaar waren, daar stonden metaalbewerkingsmachines. En ook machines waarmee je stempels en matrijzen bevestigt. En dus stampwerk, metaalstampwerk uit banden. Nou, en die, op een gegeven moment begonnen we waar te nemen dat de Franse vliegtuigen die in Marokko aanwezig waren, officieel, de krachtens overeenkomst tussen de regering van Marokko, de zogenaamde onafhankelijke regering van Marokko en de Franse regering, dat die gewoon duikvluchten begonnen uit te voeren op die boerderij. En nou ja, goed, dan voel je natuurlijk een beetje klompen aan dat het geen zuivere koffie is, hè. Dat die gasten niet zomaar eens even komen kijken of daar bonbons gemaakt worden of dat er fruit gesorteerd wordt. Toen zijn we naar Rabat verdwenen. Dat was mooi. Een van die loodsen die had de FLN dan gehuurd, verzorgd. En daar waren al die machines die in 1 nacht tijd van hun fundamenten gelegd waren, die waren naartoe gebracht en die werden daar geïnstalleerd. En daar zaten we dan wel 24 uur, we kwamen niet naar buiten. Zaten we wel 24 uur op 24 uur, slaapplaatsen waren enzovoort. Maar voor de rest kwam je niet naar buiten. Misschien een paar honderd meter van een Franse kazerne vandaan, een paar honderd meter van een Amerikaanse kazerne vandaan, in Rabat. En toen ging het erom dat hele machinepark aan te sluiten op de in die loods aanwezige lichtleiding. En hoe ging dat? Want dan kan je niet zomaar die machines inschakelen. Want er staat een heleboel die klapt. Dan heb je kortsluiting. Dus dan was het heel langzaam, 1 machine aan de gang, een tweede machine aan de gang. En op die manier hebben we daar gewerkt. Geweldig, geweldig. Groot respect voor de Algerijnen die dat georganiseerd hebben. Ja, meesterlijk. Dat was een enorme praktische, proletarische, solidaire hulp in naam, zoals ik me voelde daar, van het Europese proletariaat, wat grosso modo onder invloed van sociaaldemocratie en Stalinisme geen poot uitstak om het Algerijnse volk te helpen om zijn vrijheid te veroveren en de onafhankelijkheid van het land te vestigen. Schandaal, enorm schandaal. De Franse Communistische Partij had nadrukkelijk verboden iedere hulp aan de Algerijnse revolutie. Leden van de Communistische Partij in Frankrijk die betrapt werden op praktische hulp, op het laten onderduiken op hun adres, om ze te helpen, de Algerijnse revolutie te helpen, die werden geïnterneerd. Met andere woorden, het Stalinisme heeft zich wat betreft de Algerijnse revolutie volkomen chauvinistisch, nationalistisch, racistisch en contra-revolutionair opgesteld ten aanzien van de vrijheidsstrijd van de Algerijnen. Gruwelijk. Nou kijk, de onafhankelijkheidsstrijd van een zich vrij vechtend volk van het imperialisme, daar kan je geen centimeter langs leggen, beantwoorden ze aan die en die en die en die revolutionaire categorieën.
Doen ze dat wel, dan steunen we ze. Zijn ze nog niet zuiver op de graad, dan steunen we ze niet, dat is flauwekul. Een volk komt op een gegeven moment in verzet tegen zijn onderdrukking. Wat zijn motieven zijn, of het nou socialistische, revolutionaire of zelfs nationalistische zijn. Ze zijn in verzet, verzetten zich tegen de onderdrukking en uit internationalistische, revolutionaire opvatting dienen ze te helpen en bij te staan. Dat is het. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. Michel is uiteindelijk Michel Rapt is de persoonlijke raadgever van Ben Bella geworden. Heeft in de grondwet van het onafhankelijk Algerije het arbeidersbeheer van de productie weten te introduceren. De autogestion, een van de centrale principes van de Vierde Internationale, ten onderscheide van alle andere bewegingen. En dat is aanvaard. Dat is in de grondwet van Algerije aanvaard. En dat is de ideologische bijdrage geweest op topniveau van de Vierde Internationale via de persoon Michel Raptis als raadgever van Ben Bella. هنا صوت الجمهورية الجزائرية. On s'est retrouvé en fin 64 devant une menace quasiment sûre d'être exclu des étudiants communistes et du PC pour ceux qui y étaient. Alors on a convoqué, c'était pas prévu dans notre stratégie, on pensait que l'entrisme allait durer plus longtemps. Alors on a convoqué une réunion de la 4 à toute vitesse, un stage. Je me rappelle dans la haute montagne à Briançon. Et à ce stage, donc, on a discuté très très longuement qu'est-ce qu'on allait faire. Et là, on a décidé de créer une relation de jeunesse en disant qu'on n'était pas préparé à ce que ça soit une organisation membre de la 4e internationale, mais qu'il y avait matière, c'était une tentative un peu osée, hein, parce que personne ne l'avait fait, de créer une organisation plus large, on disait de guévariste, parce qu'à l'époque c'était quand même ça qui enflammait les jeunes et tout, donc on disait marxiste, révolutionnaire, internationaliste, guévariste. Mandel a été invité avec Charles Bettelheim à un moment très particulier à Cuba, dans les années 1963-1964. Il y avait à Cuba à ce moment-là, sous l'impulsion de Che Guevara, un grand débat qui portait sur la politique économique, sur les grands choix d'orientation stratégique pour Cuba à l'époque, à un moment. On est en 63-64, 4 ou 5 ans après la victoire de la révolution cubaine, à un moment où Cuba est à la fois confronté aux menaces d'agression des États-Unis et en même temps en train de se rapprocher très très étroitement de l'Union soviétique, ce qui est une condition absolument indispensable pour sa survie. Donc l'invitation d'Ernest Mandel se fait dans ce cadre-là, c'est très important de le comprendre. Et elle est évidemment très problématique. Pourquoi ? Parce que Ernest Mandel est connu comme un économiste marxiste. Le Che avait lu le traité d'économie. Et Ernest est connu non seulement comme un économiste marxiste, mais comme un responsable politique, trotskiste, membre de la 4e internationale. Son invitation a immédiatement soulevé énormément de critiques à Cuba.
Pour l'essentiel, ce qu'ils ont débattu, des analyses réciproques qui étaient les leurs, bilan de l'Union soviétique, le stalinisme, les problèmes de la transition au socialisme. Il était extrêmement critique à l'égard de ce qui se passait dans les usines, parce qu'il disait finalement, les ouvriers dans les usines là, est-ce qu'ils ont des conditions de travail tellement différentes de celles des ouvriers dans le système capitaliste? Non. Et lui développait une idée qui lui a valu beaucoup de déboires. Il disait, premièrement, les dirigeants doivent donner l'exemple et donc doivent travailler davantage, n'avoir strictement aucun privilège par rapport à ceux des salariés ou des ouvriers. Ils doivent montrer l'exemple en participant le dimanche au travail volontaire, ce que lui faisait systématiquement. Toutes ces idées-là allaient à l'encontre de ce qui était en train de petit à petit de se passer à Cuba, c'est-à-dire que les directeurs, les responsables d'entreprise, les responsables politiques, d'ores et déjà bénéficiaient d'un certain nombre d'avantages par rapport à la population. Et ça, le Che était quelqu'un qui était intransigeant, d'une intransigeance totale. Et il était très, très critiqué à cet égard. Donc tout ça faisait partie de la discussion. Aussitôt qu'il y avait le moindre privilège matériel dans sa maison, il avait des colères noires. Par exemple, pendant toute une période, on livrait des repas spéciaux aux dirigeants à Cuba, parce que la situation alimentaire était très difficile. Il les renvoyait, il refusait. Il allait manger à la cantine du ministère de l'Industrie avec les autres salariés. On lui avait imposé des gardes du corps. Il ne voulait pas entendre parler de gardes du corps. Alors il avait dit, écoutez, je vais prendre des gardes du corps qui sont de préférence des paysans analphabètes, qui ne savent pas lire et pas écrire, et il consacrait une partie de son temps, pour quelqu'un qui était très occupé, qui dormait 3 ou 4 heures par nuit et encore, à apprendre à lire et à écrire à ses gardes du corps. Une fois qu'il savait lire et écrire, il les renvoyait et il en faisait venir d'autres. Le discours d'Alger est évidemment le point culminant de tout ce processus, puisqu'il critique ouvertement l'Union soviétique dans les rapports de l'Union soviétique avec les pays du tiers-monde. Nous avons copié mécaniquement les expériences des pays frères et ce fait a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement et a contribué dangereusement à l'un des phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme. Les responsabilités du Che sont mises en cause. Le fait qu'il soit ministre, il est en réalité de facto le deuxième personnage de la révolution cubaine, ne pouvait pas être toléré par les soviétiques. Alors, quand il rentre à Cuba après le discours d'Alger, on connaît cet épisode, il va avoir une très longue discussion avec Fidel Castro et on ne le reverra plus publiquement à Cuba. Et c'est après ça qu'il partira et qu'il annoncera son départ. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero
ni tantito así, nada. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Avec cette guerre du Vietnam où le Che, au lieu de dire la paix au Vietnam, expliquait pour diviser les forces des Américains, il faut créer dans le monde 2, 3, 4 Vietnam. Je veux dire, on retrouvait là un internationalisme fantastique. Très vite, on va être complètement investi dans l'activité sur le Vietnam. Et là encore, Ernest va nous aider parce que ceux qui étaient en pointe au niveau européen dans la lutte contre l'intervention américaine, c'était en Allemagne les jeunesses social-démocrates qui avaient rompu avec la social-démocratie, qui était une opposition de gauche, qui s'appelait le SDS, les étudiants socialistes, et qui était dirigé par un leader extrêmement connu, qui par la suite va être agressé, va être blessé à coups de balle, flingué par les fascistes et va mourir, qui s'appelait Rudi Dutschke. I came from the Vietnam Solidarity Campaign in Britain, and I think Ernest had been told to have a conversation with me to try and win me over, and he did it, but not too well. And we got involved in discussing many other things. But it was a very exciting event. There was Rudi Dutschke was there, Karl Dietrich Wolff, the whole leadership of the German SDS. It was a very important time in Germany at that point. And Ernest made a very strong, powerful intervention in demanding a worldwide campaign in solidarity with the Vietnamese Revolution, with the Vietnamese struggle against the United States, and it was an effective speech. Et Ernest connaissait très bien le SDS, etc. Et c'est par son biais qu'on est rentré en contact avec les jeunes du SDS allemand et qu'on a organisé à la veille de 68 une grande manifestation européenne qui a eu lieu à Berlin, où on a envoyé des dizaines et des dizaines de jeunes des JCR. Et c'est là où ils ont appris un peu les nouvelles formes de manifestation, le fameux mot d'ordre qu'on peut discuter aujourd'hui, mais qui a été repris par toute la jeunesse politisée, qui était Ho 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 Chi Minh Che Che Guevara.
initiative to launch the Vietnam Solidarity Campaign was one of the central initiatives taken by the Fourth International. And they did it all over the world, wherever they had a few people. And it was very effective and very correct. It was a necessary thing to do, and that's why it was effective. It was related to something which was real, that was going on. And it began to organize people in this way. That's the main principal reason I was attracted to the Fourth International, was because of the Vietnam Solidarity Campaign. Are you going? Hell no! Are you going? Hell no! A little louder! Hell no! Black people! Hell no! White people! Hell no! Down! Black power! Beep beep! Bang bang! Oh no! Black power! Beep beep! Bang bang! Oh no! Black power! The helmets and the militant street demonstrations actually were inspired by the Japanese student movement, the first student movement which had been extremely active against imperial occupation, imperial bases, imperial activity, were the Japanese students who did not want a renewal of the US-Japan Security Pact in the late 50s and early 60s. And it was the Kakamaru and the Zengakuren and their dramatic way of demonstrating the snake dance they used to do. They made it impossible for an American president to land in Tokyo. He had to go via helicopter. And it suddenly appeared that the three sectors of the World Revolution, as the Fourth International used to call them, had all been combined into 4 or 5 months of frenetic activity. And it appeared at the time as if the program of the Fourth International, which Ernest Mandel used to defend and propagate, was being fulfilled on the streets, that reality and the program had come together, which is, of course, as you know, not always the case. Camarades, j'ai un mot d'ordre à vous proposer. Il est court, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. Tout simplement, ni esclave, ni robot. Très bien. Ernest, qui suivait ça très près, parce que pour lui c'était, comme toujours avec son optimisme parfois un peu trop fort, il voyait déjà les prémices de la Révolution, etc. Donc il est arrivé à Paris. Et quand il y a eu la fameuse nuit là, des barricades au quartier latin, rue Gay-Lussac, il s'avère que c'était la rue principale où il y avait les barricades. On avait une sympathisante qui tenait une agence de tourisme et qui avait un grand magasin, enfin un magasin juste sur la rue Gay-Lussac. Alors elle nous avait donné, bien sûr, prêté son magasin, et le QG des JCR, avec Mandel, on était là, avec des va-et-vient permanents, on allait dans les barricades, on revenait discuter des petites réunions, le rideau de fer était tiré et on était au sous-sol. Donc tout le temps on se voyait, on retournait aux barricades, on se voyait, et Ernest était là, il allait aussi humer les barricades, toujours pareil, un petit escarpin, petite chaussure, tenue belge, petit costume, et il était là. Et bien sûr, les flics nous connaissaient, filmaient tout le monde, et Ernest a été repéré.
c'est dans tous les pays impérialistes la masse estudiantine qui se lève. C'est la jeune génération ouvrière qui se lève par des manifestations et de grandes grèves. C'est la jeune génération d'étudiants et d'intellectuels qui se lèvent dans les pays dits socialistes contre la politique des revenus, contre la renaissance du chômage, contre les menaces pesant sur l'emploi, contre l'intégration des syndicats dans l'État bourgeois, contre l'évolution vers l'État fort et autoritaire, contre l'OTAN et l'Alliance Atlantique, pour une relance du mouvement ouvrier qui débouche enfin sur les luttes ouvrières qui mettent en pratique, en question, le régime capitaliste. Et du coup, très vite, comme ils cherchaient partout des complots internationaux, alors il y a eu le complot cubain, puis il y a eu aussi Ernest, le pauvre Ernest, qui s'est retrouvé là-dedans. Et très peu de temps après, il s'est fait expulser. Il y a eu une consigne du gouvernement français. Il a été expulsé, il n'avait plus le droit de revenir en France. Le 21 juin 1973, l'organisation d'extrême droite Ordre Nouveau, qui sont les ancêtres du Front National, avait donc décidé de faire le premier grand rassemblement à Paris, comme par hasard, contre l'immigration sauvage. Il avait décidé, avec d'autres petites organisations d'extrême gauche, de s'affronter à ce meeting. C'est-à-dire, comme la police ne voulait pas l'interdire, on l'interdisait nous-mêmes. Donc on avait mobilisé le maximum de militants et de sympathisants. On avait bien préparé cette contre-manifestation, parce qu'on se doutait, une fois de plus, que la police allait protéger ce meeting. Et c'est ce qui s'est passé. Pas exactement, on n'avait pas encore établi exactement pourquoi on voulait occuper l'usine, mais on voulait l'occuper et tout le monde voulait l'occuper. Il faut que, comme dans le passé, que tous les camarades, tous les secteurs de l'entreprise prennent leurs propres responsabilités, prennent leur propre lutte en main et aident la délégué syndicale au maximum. Ce n'est pas la délégué syndicale à cause du combat, c'est à vous autres. Alors, utilisez vos organes de combat, de structuration, c'est la première tâche que vous avez aujourd'hui. Le contrôle, comme j'ai expliqué tantôt, donne naissance à un regroupement, une conscience de clash chez les travailleurs, une prise d'autogestion. Vous se rendent compte qu'ils sont capables de gérer eux-mêmes l'entreprise, qu'elles ont fait toute l'expérience pendant un mois, 2 mois de contrôle ouvrier. Alors vient les grèves, l'élection au comité de grève, et alors l'occupation de l'entreprise, ce qui impose le contre-pouvoir. Et pour sauver le déclin de la région de Charleroi, c'est tout le mouvement ouvrier qui va se lever comme un seul homme et dire « Capitalistes, nous allons avancer, céder la place à nous ». Nous sommes maîtres dans l'entreprise, nous allons gérer nous autres mêmes, tant que nous n'avons pas gagné, nous ne cédons pas. Remontez la gauche, occupation à Claverbel, sous contrôle ouvrier. Ernest avait un langage et une écriture fort pédagogique. Nous avions, nous, à Gilles de la Virginie, créé une bibliothèque ouvrière avec les pourcentages des cotisations perçues par les travailleurs. Et il y avait beaucoup d'écrits d'Ernest, surtout sur le compte ouvrier, sur l'autogestion ouvrière, et tout ça. Et je n'ai jamais vu un travailleur qui me reportait le livre en me disant c'est incompréhensible. L'occupation du comité de grève, elle ne peut avoir qu'un contre-pouvoir politique, qu'en unifiant tous les comités de grève, au niveau régional et au niveau interrégional, et on fait un comité de grève national, une sorte de parlement ouvrier, quoi, qui contredit le gouvernement national. C'est un petit peu ça. Enfin, c'est la dialectique d'une révolution socialiste gestionnaire.
Je crois qu'il faut retenir de toute la grève qu'on a menée, c'est que ça soit surtout perçu par l'ensemble de la classe ouvrière en Belgique comme un modèle de structuration d'un combat. Et qu'il ne doit pas simplement se limiter à une grève isolée, mais qu'il doit être repris lorsqu'il y aura une grève générale de type 60-61, que demain, que tous les travailleurs occupent leur entreprise, élisent le comité de grève, centralisent leur comité de grève au niveau régional et au niveau national, en un mot qu'on en fasse une sorte de conseil ouvrier. Et je crois que c'est ça, la voie et la marche à suivre, si on veut arriver à une création d'une société socialiste sans classe. Camarades, j'en ai fini. Maintenant, nous rentrons, comme nous l'avons fait à chaque grève, dans l'entreprise, en chantant l'International et Drapeau Rouge en terre. Propaganda, zegt men, is het verspreiden van veel ideeën voor een publiek van betrekkelijk weinig mensen. Agitatie is het verspreiden van weinig ideeën, of van 1 of 2 centrale ideeën voor een zo breed mogelijk publiek. Agitatie wordt in een klassenmaatschappij permanent bedreven en ik zou verder gaan. Het is in de eerste plaats de heersende klasse zelf die permanent aan agitatie doet. U hebt de bevolking van een land als België wordt aan een echte matraquage, aan een echt permanent bombardement van enkele centrale ideeën blootgesteld, die door verschillende organen van de heersende klasse op haar worden losgelaten. In die zin zou ik zeggen dat de grootste agitators in dit land zijn degenen die de publiciteit organiseren, degenen die de grote banken en de grote trusts leiden, de leiders van de grote politieke partijen, de vertegenwoordigers van de regering, enzovoorts, enzovoorts. Normalerwijze wordt de overgrote meerderheid van de bevolking blootgesteld aan permanente agitatie alleen van de ideeën, of bijna alleen van de ideeën van de heersende klasse. En er zijn zeer bijzondere omstandigheden nodig. Het is te zeggen omstandigheden wanneer de maatschappelijke, sociale, economische, politieke, culturele tegenstellingen binnen de burgerlijke orde tot op een bepaald punt onverzoenlijk beginnen te worden. Wanneer ze dus periodisch de mensen op straat jagen, niet de agitators, maar de tegenstellingen. Het is pas op dat ogenblik, wanneer er dus een bereidwilligheid tot actie bestaat bij grotere massa's, dat dan de tegenagitatie van de linkerzijde, de tegenagitatie van de revolutionairen, van de anticapitalisten, doelmatig kan worden. Daarom proberen Marxisten onder omstandigheden van massapassiviteit ook niet aan agitatie te doen, want dat is dan ondoelmatig. Dan trekken ze zich op propaganda terug. Agitatie wordt pas doelmatig wanneer ze zich kan verenigen met spontaan zich ontwikkelende massa-actie. En dat zijn dus de weinige ogenblikken dat het agitatiemonopolie in handen van de heersende klasse en de heersende partijen kan worden doorbroken door revolutionairen. En dat is de reden waarom de heren in het bezit van het agitatiemonopolie dan zo kwaad zijn. Omdat er plotseling niet meer alleen een monoloog bestaat, omdat er plotseling niet alleen meer een matraquage van één soort ideeën, van de heersende ideeën, van de heersende vooroordelen op de mensen wordt losgelaten, maar dat er nu tegenagitatie mogelijk is en dat enkele centrale ideeën van de revolutionaire linkerzijde nu ook gehoor vinden. Amada en Ral, laten we het zo zeggen, om die verschillen niet eens naar voren te brengen, dat zijn zeer kleine organisaties. Het zijn een paar honderd man, of in het beste geval een paar duizend man met hun sympathisanten en hun aanhang. En je kunt in een moderne industriemaatschappij geen revolutie maken met een paar honderd of met een paar duizend man. Waar de reactie, waar de burgerlijke klasse schrik van heeft, ik herhaal het nogmaals, dat is dus niet de beperkte of onbeperkte efficiëntie van de Ral en de Amada. Waar zij schrik van hebben, dat zijn de inwendige tegenstellingen van hun systeem, die periodisch
honderdduizenden, en morgen zullen het miljoenen zijn, mensen op straat brengen en die dan de revolutionairen de gelegenheid geven die mensen op te voeden, te scholen en hun politieke actie in een bepaalde richting te drukken. Maar ik kan hen een goede raad geven als zij de doelmatigheid van de agitatie op nul zouden willen herleiden, dan moeten zij minder aan repressie denken en minder aan repressie doen en een beetje meer proberen hun inwendige tegenstellingen van hun systeem op te schorten of op te lossen of uit te schakelen en op die manier verhinderen dat spontaan van tijd tot tijd 10, 100.000 mensen op straat komen om redenen van objectieve ontevredenheid. Volgens mij waar het mogelijk geweest in een land als Chili ongetwijfeld de socialistische revolutie zegevierend tot het einde door te voeren met behoud van democratische vrijheden, ook voor oppositiepartijen, op één centrale voorwaarde. Op voorwaarde dat de arbeidersklasse bewapend waren geweest, op voorwaarde dat een nieuw soort staatsapparaat waren opgericht, op voorwaarde, met andere woorden, dat de politieke macht in de werkelijke zin van het woord in handen waren gelegd van de werkende klasse. Dus volgens mij ligt de centrale oorzaak van het mislukken van dat experiment niet in de economische verwarring of in de economische woelingen die hebben plaatsgevonden, alhoewel het wel kan vastgehouden worden dat op dat gebied eveneens de Allende-regering inconsequent is geweest, dat zij heeft geprobeerd gesocialiseerde grote nijverheid te verbinden met het voortbestaan van markteconomie en van privaat-kapitalistische economie in te vele sectoren. En die hybride verbinding die kan niet werken, nietwaar? Wanneer de kapitalisten het vertikken te produceren en te verkopen op wettelijke wijze, dan moet men hen vervangen en niet proberen hen toegevingen te doen zoals Allende dat heeft gedaan. Tragiek van Allende is dat hij het beroemde woord van Saint-Just niet heeft begrepen, wee de revolutionairen die halve revoluties willen maken. Prendo la Villa Morena, terra da fraternidade. J'ai vu Ernest la première fois à Lisbonne. Je crois que c'était le 28 avril 1974, donc 3 jours après la révolution contre la dictature, la plus longue dictature d'Europe, 48 ans de dictature. Elle s'est terminée avec un coup d'état militaire et une révolution populaire le 25 avril. 3 jours après, Ernest est venu à Lisbonne, en contactant le groupe militant de la 4e internationale qu'il y avait. Il y a eu un meeting unitaire de plusieurs courants de gauche. Le facteur décisif qui fait qu'aujourd'hui la révolution portugaise avance, c'est que contrairement à la France et à l'Italie de 44 et de 46, les appareils du Parti social-démocrate et l'appareil du Parti communiste n'ont pas réussi à maintenir la combativité ouvrière dans des canaux compatibles avec la reconstruction de l'État bourgeois et de l'économie capitaliste. La révolution portugaise avance, elle avance sur la voie de la coordination lente mais sûre des commissions des travailleurs, des commissions des locataires, des comités de soldats, dans des conseils populaires, des conseils des travailleurs qui dressent l'embryon du nouvel État ouvrier face à l'État bourgeois croulant. Por companheira, a sombra do marzinheira, que já não sabia a idade.
with the Portuguese events of 1974-75, the failure, the defeat of the Portuguese Revolution, or rather, let's put it another way, the recuperation of that revolution by social democracy, did compel Ernest to write his famous theses on socialist democracy. Une révolution socialiste dans les pays impérialistes est possible et réalisable, non pas en réduisant, mais en augmentant l'ampleur des libertés démocratiques pour les masses populaires. Ce contre quoi nous sommes, c'est le monopole capitaliste, c'est la répression capitaliste, pas la possibilité des sociodémocrates de s'exprimer. Nous n'avons pas peur des idées social-démocrates, nous n'avons pas peur des idées petites bourgeoises, nous n'avons pas peur même des idées de la bourgeoisie. Nous pouvons engager un débat à chance égale avec ces messieurs, à condition que soit brisé l'appareil de répression et le monopole économique de la bourgeoisie. C'est ça le fond et le contenu de la révolution socialiste. Désarmer la bourgeoisie, détruire l'appareil d'État bourgeois, exproprier les capitalistes, mais pas empêcher l'expression des idées bourgeoises. Quand on veut empêcher la confrontation des idées, on provoque la dépolitisation, on provoque l'incapacité de discuter, on provoque l'incapacité d'auto-émancipation des masses laborieuses. Le premier livre que j'ai lu, c'était 71. Donc 3 ans avant la chute de la dictature, par une maison d'édition de gens militants démocratiques. Il était publié, c'était une petite brochure qu'il a fait d'introduction à l'économie marxiste. Il était publié comme l'introduction à l'économie, ce qui permettait d'échapper à la censure qui normalement interdisait les livres marxistes ou les livres critiques de la dictature. Donc il était très largement diffusé. Le mouvement étudiant, les étudiants d'économie le connaissaient très bien. Donc il était très très connu au Portugal, très respecté. Et c'est pas par hasard. Ernest, c'était peut-être le plus important théoricien marxiste de la deuxième moitié du siècle XX. Mais c'est lui qui a créé la tradition marxiste moderne d'interprétation des cycles économiques. Parce qu'il a repris les théories de Nikolai Kondratiev, un économiste russe qui n'était pas marxiste, bien qu'influencé par les marxistes, et qui a écrit pendant les années 20, donc juste après la révolution russe, il présidait l'Institut de la conjoncture à Moscou. Il a été emprisonné en 1928 et après assassiné 10 ans après par la répression stalinienne. L'idée de Kondratiev, c'était qu'il y avait des zones de 50 à 60 ans, dont 25 à 30 ans de tendance dépressive dominante et 25 à 30 ans de tendance de récupération dominante. Évidemment, il y a aussi des crises économiques sous la tendance de récupération, mais bien qu'il s'agisse de crises mineures. Et les grandes crises économiques, les grandes récessions, et là Ernest avait raison quand il a repris cette théorie, il a approfondi, parce que nous avons la crise 73-74, de 82, de 91-93, et maintenant la crise de 2002-2003, qui est une récession très grave. Et c'est donc une trentaine d'années. Et il a écrit ses premiers éléments en 64, donc il y a beaucoup d'années, beaucoup d'années avant le début de la récession. Donc il a été le premier premier économiste marxiste à prévoir la fin de la longue période d'expansion du capitalisme du post-guerre, et donc le début de la récession qui apparaît en 73-74. Et c'est surtout son magnum opus en économie, c'est l'interprétation du capitalisme tardif, du capitalisme du troisième âge, comme il est publié en langue française, qui consolide et développe sa théorie sur les crises économiques. Ernest a bien réinterprété et enrichi la théorie marxiste en la transformant d'une façon à être beaucoup plus un outil d'interprétation du capitalisme moderne du XXe siècle. C'est la grande contribution marxiste de ce point de vue. Ernest Mandel, déjà au début des années 70, avait perçu la question de la dette et c'est présent dans son fameux livre « Le troisième âge du capitalisme ». Et puis, quand la crise de la dette a explosé en 82, et que la direction cubaine, Castro, en 1985, a lancé une énorme campagne sur le thème « La dette est impayable », Mandel a tout de suite réagi
et a considéré que c'était une campagne absolument centrale. Et a écrit une brochure qui s'est appelée 10 questions, 10 réponses sur la dette, en montrant que c'était une des faiblesses du système de domination capitaliste mondial. Voor Ernest Mandel is het socialisme nooit beperkt geweest tot de arbeidersklasse en zijn behoeften. Het gaat veel verder, het heeft een veel grotere, bredere dimensie. Want de drukte in de derde wereld, de vrouwenonderdrukking, het leefmilieu. Ik denk dat hij van feminisme als dusdanig en van feministische theorie en met de dingen waar wij mee bezig waren, dat hij daar helemaal geen kaas had van gegeten. Dat was trouwens ook een hele lieve, paternalistische mens, dus hij kende dat niet. Maar het politieke impact wel, daar had hij... Ja, ik hoor hem nog zeggen op een centraal comité dat vooral de abortusstrijd, de strijd voor abortus uit het strafrecht, van essentieel belang zou zijn. Of van essentieel belang was, want die was al gaande. En ik denk dat hij effectief gelijk heeft gekregen. Ten eerste heeft dat de beweging zeer lang aan de gang gehouden. Dat is één. Ten tweede is dat geëindigd op een overwinning. Abortus is gelegaliseerd. Het is nog niet helemaal wat we willen. Het is niet abortus uit het strafrecht, maar het is gelegaliseerd. En ten derde denk ik dat het recht op abortus en eigenlijk het zelfbeschikkingsrecht op hun lichaam, het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen op hun lichaam, dat een van de allerbelangrijkste verwezenlijkingen is van het feminisme, terwijl wij misschien toen eerder dachten dat op het vlak van arbeid zou liggen. J'ai pas envie de me battre, j'ai aucune envie de me battre contre des mecs, mais j'ai vraiment envie de me battre contre les mecs qui sont contre l'avortement, parce qu'ils viennent nous baiser, puis après ils se barrent en disant de merde quoi. La capote, le percé, les jours mal calculés, le bidet, qu'affoiré. Ah, mon excès embêtant d'être toujours enceinte. Ah, mon excès embêtant de ces avortements. Ja, van in het begin dat ik betrokken was bij het feminisme, namelijk in Dolomina al, stelden wij die samenhang tussen feminisme en socialisme. De slogan van Dolomina was: een rebelse meid is een parel in de klassenstrijd. En in de FemSoc-beweging hebben we dat dan helemaal verder uitgediept. Voor de KP was dat duidelijk een kleinburgerlijke beweging die dringend terug in de arbeidersrangen moest binnentreden. Voor Amada was dat eigenlijk ook het geval. Bovendien was Amada toen tegen de eis van abortus uit het strafrecht. En ik heb toen de keuze gemaakt om lid te worden van SJW, omdat zij de enige waren die verbinding legde tussen de socialistische strijd en de feministische strijd, en dat er toch al een aanzet was. Ik zeg een aanzet, want later hebben we dat ook verder uitgediept. Een aanzet was van erkenning van het belang van een autonome vrouwenbeweging. Voilà. Ernest Mandel was geobsedeerd en zeer bang voor de gevaren van de kernwapenwetloop. Hij besefte dat de wereld op sommige momenten aan de rand van een afgrond kon staan, dat de wereld kon vernietigd worden door kernwapens. Een andere zaak die mij geweldig getroffen heeft, is zijn analyse van het kapitalisme, waarin hij
voor mij voor de eerste keer duidelijk maakte dat de ecologische crisis, de milieucrisis in de wereld gefundeerd is, veroorzaakt wordt door de manier waarop het kapitalisme voortdurend nieuwe producten maakt, nieuwe processen begint, zonder ooit de ecologische gevolgen na te gaan. Waarom is dat? Niet omdat die kapitalisten slecht zijn, maar omdat ze de eerste willen zijn op de markt met een nieuw product. En die razende concurrentiewetloop die veroorzaakt heel veel van de milieucrisis die we op het ogenblik kennen. En dat besef heeft mij doen nadenken over de band tussen ecologie en anticapitalisme. De groenen daarentegen beschrijven symptomen van de crisis, maar gingen nooit naar de wortels van het kwaad toe. En op een bepaald moment in een debat heeft Ernest een mooie vergelijking gemaakt. De groenen beschrijven ons een wereld in crisis, milieucrisis, die je kan vergelijken met een dodelijke kanker bij een mens. En in plaats van die kanker werkelijk te bestrijden, schrijven zij voor de milieucrisis een eenvoudig aspirintje voor. And you have seen one small power station in Chernobyl, what the effects are. If you multiply that by 500, you can easily imagine the results. So, in a certain sense, we live at the border of death sentence, not only to the future of civilization, but to the future of human life. But that makes the struggle for socialism all the more meaningful and all the more urgent. The only way in which you can prevent such a catastrophe is for the mass of the producers on a worldwide scale to become the masters of their factories and of the goods which they produce. À la réflexion politique, à l'engagement politique d'Ernest Mandel sur la question nationale et sur la question anticoloniale, c'était sa capacité assez unique d'articuler le niveau de la révolution mondiale, de la lutte de classe, d'un cadre général et d'analyse et d'action qui aille bien au-delà de la question nationale, tout en comprenant non seulement la réalité, mais l'importance et la centralité dans la mobilisation populaire du sentiment national et du sentiment anticolonial, d'où la nécessité de s'y impliquer pleinement. Trop souvent, dans la gauche, y compris la gauche radicale, c'est l'un ou l'autre. Soit on se positionne sur une position de classe et on dit tout le reste, que ce soit les combats nationaux, mais aussi les combats féministes ou les combats écologistes, les combats sur des problèmes culturels ou ethniques, sont des déviations, nous éloignent de notre objectif, soit le contraire, en disant les masses se mobilisent sur ces sujets, la question de la lutte de classe et la question du socialisme nous intéressera beaucoup plus tard. Le soutien qu'a revendiqué et pour lequel s'est battu, souvent dans nos propres rangs, Ernest, le soutien à l'OLP, parce que c'est le mouvement national palestinien, pas l'OLP idéal qu'on aurait voulu, pour lequel on pouvait rêver, mais celui qui existe, tout en ne ménageant pas la critique, lorsqu'il fallait le faire, participer de cette compréhension qu'il faut partir des combats réels de la lutte de classe, même lorsqu'ils ne sont pas toujours sous les drapeaux qu'on aurait voulu. Dans les années 70, les livres d'Ernest Mandel, et en particulier le traité d'économie marxiste, ont été un élément essentiel de la formation de toute la nouvelle gauche révolutionnaire, qu'elle soit trotskiste ou qu'elle ne soit pas, dans des pays comme le Liban, par exemple. En Palestine, nous avons traduit des chapitres entiers du traité d'économie marxiste. For me, Ernest was one of the thinkers of the 20th century who tried to make Marxism real. And he was at his peak and at his most effective when you had mass movements.
And the books he wrote on Marxist economic theory, the formation of the economic thought of Karl Marx, and many, many brilliant pamphlets. He was a wonderful pamphleteer. La direction sandiniste connaissait les écrits d'Ernest Mandel depuis les années 60-70, et un des dirigeants sandinistes, Henry Ruiz, le commandant Henry Ruiz, s'était formé dans la guérilla avec le traité d'économie marxiste, et dans un livre célèbre des sandinistes qui s'appelle La montagne n'est pas une vaste plaine, on raconte que le commandant Henry Ruiz, dans la guérilla, ne se séparait jamais du livre d'Ernest Mandel qu'il transportait dans son sac à dos. Or, il faut savoir qu'un guérillero, dans son sac à dos, il ne prend que le strict essentiel pour sa survie. La direction sandiniste des années 80 était une direction révolutionnaire qui cherchait des sources d'inspiration ailleurs que dans le stalinisme, c'est évident. Et Ernest Mandel représentait un de ces courants d'inspiration extrêmement importants pour les sandinistes. À partir de 86-87, ils ont commencé à appliquer une politique, je dirais, monétariste. Ils n'ont pas approfondi la réforme agraire comme ils auraient dû le faire, et d'où une partie de la paysannerie est passée du côté de la contra. Et puis il y a eu toute la corruption quand même qui a touché les sandinistes, et là c'était tout à fait l'opposé de l'orientation de quelqu'un comme Ernest Mandel, qui était extrêmement déçu par cette évolution. Quando estava vendo o processo de formação do PT, uma grande parte da esquerda brasileira, especialmente da esquerda, no caso que interessa mais, da esquerda revolucionária, via o PT com desconfiança. Trotskismo em geral, mas em particular a democracia socialista, nós fomos pioneiros em dizer que não, que o PT podia sim ser construído como um partido verdadeiro, um partido de independência de classe, como a gente chamava, poderia ir consolidando a sua condição de partido socialista. E essa visão que nós tínhamos, que me parece que era completamente correta, estava muito referenciada em discussões antigas da Quarta Internacional, a partir, aliás, do próprio Trotsky, quando discutia sobre a formação de um partido operário independente nos Estados Unidos, com base no movimento sindical, etc. Eu até diria assim que o Mandel estava plenamente de acordo com essa linha, de construir o PT e tal, mas eu acho que ele nunca foi tão entusiasmado com ela como outros companheiros. Porque, na verdade, a preocupação maior dele era com a construção da nossa própria corrente. Além do mais, ele estava convencido, achava que havia muitos sinais de que o Lula estava fazendo acordos com o capital financeiro international. Il y a eu un débat important dans une réunion de la direction de la 4e internationale en 1992, parce qu'Ernest Mandel a dit à cette réunion de direction internationale, il vaudrait mieux que le PT ne gagne pas les élections, il vaudrait mieux que Lula ne soit pas élu président, parce qu'avec l'orientation de Lula, ça va amener à une catastrophe. Il a dit ça en 1992. Lula a été élu 10 ans plus tard, en 2002, et effectivement, ça a abouti à une tragédie politique, et nous sommes en train de la vivre, cette tragédie politique. And that guy used to think globally, you know, and he had a computer brain, and little bits of the world were locked in different bits of his head. And you know, you could press a button by asking him a question, and he could give you a long talk on the history of Sri Lanka or Brazil or Japan or the big rivalries between the 3 different groups in Japan. He was, knew all that. Ele era extremamente convencido das próprias ideias e muito teimoso. Insistia muito nos pontos de vista. I remember he was very angry when I told him I was leaving the Fourth International, and he said, "Why are you leaving it?" And I said, "Because I'm tired of these endless factional struggles." And the decision, I told him, which I felt was completely wrong,
was a decision masterminded by the American SWP and accepted by the Europeans, which was to send all our white-collar workers into factories. In other words, it was one of the most destructive decisions made. And the fact that Ernest, who knew the importance of politics as versus sociology, went along with this shocked me, because I said, this guy is far too intelligent to be taken in by this, and I left. Ce qui a souvent provoqué des critiques, voire des réactions ironiques par rapport à Ernest, cet optimisme exagéré face aux potentialités de l'être humain, je dirais, pas seulement de la classe ouvrière, aux capacités émancipatrices, créatrices, sociales de l'être humain, je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire passer aux jeunesses. C'est un optimisme débordant parfois, avec des erreurs même. Je me rappelle un meeting qu'il a fait à Paris au moment des émeutes en Allemagne, avant le renversement du mur, où Ernest a fait un discours, alors là, trop enthousiaste, voyant quasiment la révolution politique triompher en Allemagne. Bon, mais ceci dit, son optimisme était indispensable, parce que pour des petites organisations, même s'il y a un décalage historique, c'est quand même bien, parce que globalement, il a quand même eu raison, la preuve, la Ligue aujourd'hui ou d'autres organisations. On n'est pas en trop plein d'optimisme, on l'était peut-être dans les années 60 ou 70, on est dans un déficit énorme d'optimisme et de croyance en soi. Et j'aimerais pouvoir filmer devant des jeunes, Ernest qui parle, après la chute de Franco, de la révolution espagnole qui a commencé, qui veut prendre le train pour arriver à Barcelone avant que ce soit trop tard, qui par rapport à la Bolivie disait c'est l'épicentre de la révolution socialiste. Il s'est trompé sur les rythmes, il s'est trompé sur les rapports de force, peut-être. Mais cette croyance très profonde, qui est pour moi, ça c'est l'humanisme marxiste, c'est une croyance extraordinairement profonde dans la capacité de l'homme d'être libre. Et ça, aujourd'hui, on est assez en déficit là-dessus. Et c'est un exemple qu'il faudrait utiliser. Das Aufbegehren gegen gesellschaftliche Ungleichheit, gegen Unterdrückung, gegen Ausbeutung, gegen Ungerechtigkeit, das Aufbegehren ist 3000 Jahre alt, Herr von Böhm, 3000 Jahre alt. Und niemand hat das bisher gekonnt, das aufzuheben. Das war einfach nicht möglich. Und solange wir es Menschen geben wird es dieses Aufbegehren geben. Sie können überhaupt nichts aussagen über die sozialistische, um nicht zu sagen die kommunistische Gesellschaft, weil es die einfach noch nicht gibt. Also ich sehe nur die ich eben... Ja, aber das ist keine sozialistische oder keine kommunistische Gesellschaft. Das ist eine, bestenfalls, also wir wollen uns jetzt hier nicht in einen Wortstreit, einen Definitionsstreit einlassen, aber für mich ist das eine Übergangsgesellschaft zwischen Kapitalismus, zwischen bürgerliche Gesellschaft und sozialistische Gesellschaft, noch keine sozialistische Gesellschaft. En fait, il y a plusieurs disons, significations du mot transition au socialisme. Il y avait d'abord déjà chez Marx l'idée qu'on ne parviendrait pas d'emblée, à partir des révolutions rompant avec le capitalisme, à une société d'abondance, sans classe, sans argent, sans marché. Avec la révolution dans des pays de la périphérie capitaliste, les bolcheviks des années 20 ont commencé à parler de transition, non pas simplement socialiste, comme première étape, mais même de société pas encore socialiste, donc une société qui n'était plus capitaliste, mais qui avait encore des classes sociales et qui était dans un environnement capitaliste redoutable. Alors, ce qui a marqué dans l'idéologie une rupture, c'est que, alors que dans les années 20, les bolcheviks pensaient cette transition avec ses conflits, justement avec ses contradictions, ses difficultés, Staline a décrété le socialisme réalisé à la fin des années 20, et à partir de ce moment-là,
sur la base de la collectivisation forcée, c'est-à-dire d'une répression massive et de procès qui vont ensuite avoir, y compris tous les aspects de liquidation physique, donc, sur lequel on va proclamer le socialisme réalisé. Eh bien, dans les partis officiels, et y compris ceux qui vont se réclamer donc de Mao Tse-tung, on va parler de socialisme réalisé, non plus de transition. Je crois que ce qui est le plus important dans cette notion de transition, c'est la transparence sur les conflits nouveaux émergents à l'intérieur de ces sociétés, à la fois liés au risque de bureaucratisation des révolutions, c'est-à-dire la délégation de pouvoir, les inégalités dans l'accès aux connaissances et à la prise de décision, les privilèges qui se cristallisent. Donc derrière la notion de transition, je pense qu'on a quelque chose d'impur, pas encore, qui permet de garder l'esprit critique. Non seulement le communisme n'existe et n'a jamais existé nulle part, mais le socialisme n'existe et n'a existé nulle part. Et comme le disent les camarades soviétiques aujourd'hui, beaucoup de camarades soviétiques, socialisme et stalinisme sont incompatibles. Là où il y a stalinisme, il n'y a pas socialisme. Là où il y a socialisme, il n'y a pas stalinisme. Et je dis donc, ce qui a fait faillite en Union soviétique, ce qui a fait faillite dans les pays de l'Est, ce qui a fait faillite en Chine, c'est le stalinisme. Et cette faillite-là, nous ne la constatons pas depuis aujourd'hui. Le courant au nom duquel je parle le constate, l'a affirmé, l'a annoncé depuis plus d'un demi-siècle. Et nous avons dénoncé les crimes de Staline, non pas après qu'on ait découvert des archives, mais au moment où ils ont été commis. Car quel est le fond du problème? C'est là où les partisans du capitalisme sont un peu mal pris. C'est qu'au fond, ce qui ne va pas dans ces pays-là, et ce que Gorbatchev a compris, je le salue, et il essaye de le corriger, mais il essaye sans grande réussite, c'est que la majorité des gens en a marre d'être mise en tutelle par des autorités qu'elle considère, ces deux mots sublimes, je les ai entendus de travailleurs polonais, corrompus et incompétents. Et moi je vous dis que ce sentiment existe aujourd'hui à l'ouest autant qu'à l'est. Les autorités sont corrompues et incompétentes. Et les gens demandent d'être leurs propres maîtres. Le capitalisme, c'est l'ensemble des pays capitalistes. Et dans cet ensemble, le tiers-monde pèse. Et on parle de langue de bois. Je voudrais savoir, je voudrais savoir qui peut considérer comme langue de bois le fait de souligner gentiment, si on peut utiliser ce terme horrible, que chaque année, selon une statistique de l'UNICEF, 16 millions d'enfants, je répète, 16 millions d'enfants meurent de faim et de maladies guérissables dans le tiers-monde. Ce qui fait tous les 4 ans le même nombre d'enfants morts que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tous les 4 ans, une guerre mondiale contre les enfants. Bien, ça c'est la langue de bois. Vermijden, dus ik krijg gedurig aan voorstellen van interviews en bijdragen tot dagbladen en weekbladen. Ik kan dat niet meer aan. Hè. Ik zou niks anders meer doen dan dat. Hè. Dat is niet verantwoord. Ik moet boeken schrijven, dat blijft. Wie schrijft, die blijft. Dat is veel belangrijker. Mijn laatste boek, ik heb juist vanmorgen een brief gekregen van mijn Engelse uitgever, daar ben ik toch fier op. Het Gorbachev-boek, dat is al in 25.000 exemplaren verkocht, in 4 talen. En nu komt Spaans erbij en Japans, dus we gaan naar de 50.000. Dan de tweede oplage van het Duitse, tweede oplage van het Engelse, tweede oplage van een Franse uitgave. De Spaanse zal toch ook goed verkopen, dus ik ben ervan overtuigd dat dat naar de... En ik hoop op een Russische uitgave, maar enfin, dat is voorlopig een hoop.
Nederlandse, dat is er niet in de spijtige. Ik heb altijd, zoals alle Vlamingen en Hollanders, Hollanders is een beetje minder. We hebben een geweldig complex dat we in onze eigen taal niet kunnen publiceren. Je kunt in alle talen van de wereld publiceren. Men begon wordt in Koreaans gepubliceerd, in het Thai en niet in het Nederlands. Dat is krankzinnig, hè? Ik kan in mijn moedertaal niet publiceren. Ik zeg altijd, ik maak taalfouten in 7 talen. Ik maak er ook een beetje in het Nederlands. Als je door zoveel andere talen moet spreken, begint je eigen taal niet meer goed te kennen. Maar enfin, dat is toch wel een verschil. Zo, nu gaan we naar de plus. Wat vindt u ervan dat u uitgenodigd bent om in Oost-Berlijn te komen, om uw mening te vertellen? Voor iemand als ik, voor mijn beweging, is dat natuurlijk een ommekeer in de geschiedenis die wij ons niet hadden kunnen voorstellen. Wij zijn doodgezwegen, wij zijn belasterd. Al onze kameraden in Rusland zijn vermoord, met 1 of 2 uitzonderingen. Trotsky is vermoord, zijn hele familie. En nu plotseling, door de glasnost en het begin van die democratische revolutie,